Il y a 3 mois, j'ai été confronté à un cas qui m'a fait reconsidérer mon attitude à l'égard des histoires de pêche ordinaires. Lorsqu'un collègue de la rédaction locale m'a parlé des bottes qu'il avait trouvées au bord de la rivière, je me suis dit « Quel est le problème ? Un accident de plus sur l'eau. » Mais plus je creusais, plus je me rendais compte que cette histoire montre comment un geste irréfléchi peut changer le destin de dizaines de personnes. Viktor Semenovitch Kravchenko, 53 ans, travaillait comme tourneur dans une usine locale depuis plus de 20 ans. Ses collègues le connaissaient comme un homme calme et fiable, qui n'élevait jamais la voix et venait toujours à la rescousse. Après son service, il s'arrêtait toujours au magasin pour acheter du pain pour sa femme Galina, qui travaillait dans un jardin d'enfants. Le week-end, ils cultivaient ensemble un petit potager près de la maison. La seule passion de Viktor était la pêche. Ce n'est pas l'excitation de la recherche d'une grosse prise, mais le processus, le silence du rivage le matin, le lent écoulement de la rivière, l'occasion d'être seul avec ses pensées. Il disait à sa femme que la pêche lui permettait de se sentir vraiment vivant. Galina se moquait souvent de ses modestes prises, mais elle comprenait que c'était sa façon à lui de trouver la paix dans un monde agité. Cette soirée d'avril n'est pas différente des autres. Viktor rassemble son matériel rudimentaire, une vieille canne à pêche qui lui a servi pendant 10 ans, un sac à dos en lambeaux avec un thermos et des sandwichs. Galina, comme d'habitude, s'inquiète de la pêche de nuit, mais son mari lui assure que l'endroit a fait ses preuves, qu'il y est allé des dizaines de fois. Il a promis de revenir le lendemain à l'heure du déjeuner avec une bonne prise. Lorsque je suis arrivé pour la première fois à l'endroit où Viktor pêchait, j'ai été frappé par son calme trompeur. Une large rive recouverte de petits cailloux, un écoulement calme de la rivière qui, à cet endroit, fait un virage en douceur, un endroit idéal pour une pêche mesurée. Les pêcheurs locaux m'ont dit que la morsure est vraiment bonne, ici, surtout la nuit. Beaucoup sont restés ici jusqu'au matin. Personne n'y a vu de danger. Mais ce qui semblait être un avantage a eu un revers. La rivière à cet endroit a un caractère traître. Le fond descend brusquement à environ 5 mètres de la rive, et le courant, malgré sa lenteur apparente, est assez fort. Les anciens connaissaient cette particularité, mais Viktor a apparemment sous-estimé le danger. C'est du moins ce que suggère l'enquête. Le 12 avril au matin, Galina s'inquiète. Son mari ne répond pas au téléphone, alors qu'il aurait dû revenir à l'heure du déjeuner. Dans la soirée, elle a contacté la police. Les recherches ont commencé tôt, le lendemain. J'ai parlé au sergent Mikhail Petrov, qui dirigeait l'opération. Il m'a dit que la première chose qu'ils ont trouvée sur le rivage, ce sont les bottes en caoutchouc de Viktor, bien rangées. Les bottes se trouvaient près de l'endroit où se trouvait le camp improvisé des pêcheurs. Le thermos était à moitié rempli, le sac à dos était bien fermé, la canne à pêche était posée sur la berge. Tout semblait indiquer que l'homme venait de s'absenter un instant et s'apprêtait à revenir. Aucun signe de lutte, de panique ou de précipitation. Même la veste est soigneusement pliée à côté du sac à dos. Cet étrange ordonnancement de la scène a obligé les enquêteurs à avancer plusieurs versions. La première, c'est la plus probable, est que Viktor a décidé de se baigner ou de se laver dans la rivière après une nuit sur le rivage. Pour ce faire, il a enlevé ses bottes, peut-être aussi d'autres vêtements. Mais il avait sous-estimé la force du courant et la profondeur. Cette version semblait logique, mais n'expliquait pas pourquoi un pêcheur expérimenté avait décidé d'entreprendre une telle démarche. La deuxième version envisagée par la police est plus sinistre.
Il n'y avait pas de témoin ce matin-là, mais quelqu'un aurait théoriquement pu forcer Victor à se déshabiller et à entrer dans l'eau. Cette version n'a toutefois pas été confirmée. Le pêcheur n'avait pas d'objet de valeur à voler, et ses ennemis personnels, selon ses proches, n'ont pas été observés non plus. Le corps de Victor a été retrouvé 5 jours plus tard, en aval, à près de 10 kilomètres de l'endroit où il pêchait. Une expertise a montré que la mort était due à la noyade et qu'aucune trace de violence n'avait été relevée. Cela confirme la version principale de l'enquête, à savoir un accident sur l'eau. Mais pour la famille et les amis, cette explication semblait insuffisante. Lorsque j'ai rencontré Galina Kravchenko, 2 mois s'étaient déjà écoulés depuis la tragédie. Elle a accepté de me parler car, dit-elle, elle voulait que les gens sachent que son mari était un homme prudent. Victor n'irait jamais dans l'eau pour le plaisir, dit-elle en serrant sa photo dans ses mains. Il se baignait rarement, même en été, et faisait toujours très attention à l'eau. Ces mots m'ont incité à me pencher plus avant sur le dossier. J'ai relu les déclarations des témoins, étudié les documents médicaux, parlé aux collègues de travail de Victor. Peu à peu se dessine le portrait d'un homme vraiment prudent, peu enclin aux actions irréfléchies. Qu'est-ce qui aurait pu le faire agir différemment à ce moment-là? L'indice m'est apparu de manière inattendue, lors d'une conversation avec Anatoly Sidorenko, un pêcheur qui connaissait ces lieux mieux que quiconque. Il m'a raconté que la rivière à cet endroit avait une particularité insidieuse. Parfois, le courant emportait la berge et de gros morceaux de terre tombaient dans l'eau. Peut-être, suggéra Anatole, Victor se tenait-il trop près du bord et la terre s'est simplement dérobée sous ses pieds. Cette théorie explique beaucoup de choses. Si Victor s'était soudainement retrouvé dans l'eau, il aurait pu essayer de s'en sortir, mais le fort courant et l'eau froide d'avril l'auraient rapidement vidé de ses forces. Il aurait pu enlever ses bottes alors qu'il était déjà dans l'eau. Elle l'aurait seulement empêché de nager. Mais il est impossible de prouver cette version, le rivage ayant changé avec le temps. Les funérailles de Victor ont rassemblé tous ceux qui l'ont connu. Collègues de l'usine, voisins, amis pêcheurs, tout le monde est venu voir partir cet homme qui n'avait fait de mal à personne. Galina m'a dit que ce qui l'avait le plus frappé, c'était le nombre de personnes pour qui son mari représentait quelque chose. « Je n'avais pas réalisé qu'il avait aidé autant de personnes », a-t-elle déclaré. Lors de la veillée funèbre, de parfaits inconnus sont venus me voir et m'ont raconté comment Victor les avait aidés dans un moment de détresse. Après les funérailles, je n'ai pas pu me débarrasser pendant longtemps de ce sentiment d'euphémisme, non pas parce que je soupçonnais un quelconque mystère dans cette affaire, mais parce que la mort d'un homme bon semble toujours particulièrement injuste. Victor ne cherchait pas l'aventure, ne prenait pas de risque pour l'adrénaline. Il voulait juste être seul au bord de la rivière, réfléchir à la vie, peut-être attraper quelques poissons pour le dîner. Cette histoire m'a fait porter un regard nouveau sur des choses familières. Combien de fois faisons-nous des choses ordinaires sans penser aux conséquences possibles? Traverser la route sans regarder, marcher sur des trottoirs glissants, ignorer les règles de sécurité. Victor faisait aussi ce qu'il avait fait de nombreuses fois auparavant, pêcher sur un rivage familier. Mais la familiarité est parfois trompeuse. Galina continue de vivre dans la même maison, s'occupant du jardin potager qu'ils ont créé ensemble. Elle m'a dit qu'elle avait parfois l'impression que Victor revenait de la pêche, comme il l'a fait pendant toutes ces années. Sa tasse préférée trône toujours dans la cuisine. La veste qu'il portait pour aller travailler est accrochée dans le couloir. On ne peut pas les jeter, expliquait-elle. Ces affaires doivent rester dans la maison.
L'usine où travaillait Victor a installé une plaque commémorative à son nom. Ses collègues ont collecté de l'argent pour créer une petite bourse destinée aux enfants, issus de familles à faible revenu. Victor a toujours aidé ceux qui avaient besoin de soutien. C'est devenu son véritable monument, pas un monument en marbre, mais un monument vivant, aidant les gens comme il s'aidait lui-même. Les pêcheurs locaux font désormais plus attention aux endroits où ils choisissent de pêcher la nuit. L'histoire de Victor est devenue un avertissement pour ceux qui, comme lui, aiment passer du temps au bord de l'eau. Sur la rive où il a été retrouvé, l'un des pêcheurs a érigé une petite croix en bois. Il n'y a pas d'inscription dessus, mais tous les habitants savent de qui il s'agit. Je pense souvent à ce qui aurait pu changer le cours des événements cette nuit d'avril. Peut-être Victor aurait-il choisi un autre lieu de pêche, ou s'il n'avait pas passé la nuit sur place, mais était rentré chez lui dans la soirée. Mais ces questions n'ont pas de réponse. La vie est faite de milliers de petites décisions, et nous ne pouvons pas prédire laquelle s'avérera fatale. En travaillant sur cette histoire, je me suis rendu compte que la tragédie ne réside pas seulement dans la mort d'une bonne personne. La tragédie, c'est qu'elle soit si accidentelle, si évitable. Victor n'a pas accompli d'actes héroïques ni défié le destin. Il menait simplement la vie ordinaire d'un homme ordinaire. Il travaillait, aimait sa femme et pêchait le week-end. Et cela a suffi pour laisser une trace dans le cœur de nombreuses personnes. Aujourd'hui, lorsque je vois des pêcheurs sur la rive, je me souviens toujours de Viktor Kravchenko. Non pas parce que je crains que la tragédie ne se répète, mais parce que son histoire m'a rappelé la fragilité de la vie humaine et combien il est important d'apprécier chaque jour ordinaire. Après tout, nous ne savons pas lequel sera le dernier. Cette histoire a également changé mon attitude à l'égard de mes proches. Désormais, j'essaie de leur faire part plus souvent de mes sentiments, de ne pas reporter les conversations importantes à plus tard, car Victor avait aussi beaucoup de projets. Il voulait rénover sa datcha, aller à la mer avec sa femme, apprendre à pêcher à son petit-fils, qui n'était pas encore né. Tous ces projets sont restés lettres mortes. Galina m'a récemment confié qu'elle rêvait parfois de son mari. Il rentre de la pêche, satisfait et calme, dépose un seau de poisson dans la cuisine et dit « Galia, regarde, quelle prise !» Elle se réveille et se rend compte que c'était un rêve. Mais ces rêves, l'aidant à se souvenir de Victor, non pas mort, mais vivant, comme il l'a été tout au long de leur vie commune. L'histoire de Viktor Kravchenko est une histoire sur le fait que chacun d'entre nous peut à tout moment devenir le héros de la mémoire de quelqu'un d'autre, sur le fait que les personnes les plus ordinaires s'avèrent souvent les plus importantes dans la vie de ceux qui les entourent, et que la mort n'est pas seulement la fin de la vie, mais aussi le début de la mémoire, le souvenir de quelqu'un qui était là et qui a rendu le monde un peu meilleur par sa seule présence. Il y a un mois, je suis venu pour la dernière fois sur le rivage où Victor pêchait. Je me suis tenu là, à l'endroit où ses bottes ont été retrouvées. J'ai écouté le bruit de l'eau et j'ai pensé que la mort n'est pas la fin de l'histoire, mais qu'elle se poursuit dans le cœur de ceux qui sont restés. Viktor Kravchenko est mort, mais sa bonté vit dans les personnes qu'il a aidées. Son amour vit dans le cœur de Galina. Sa mémoire se perpétue dans cette histoire. Parfois, les leçons les plus importantes de la vie nous sont enseignées par les personnes les plus ordinaires. Victor m'a appris que l'héroïsme n'est pas nécessairement un exploit. Parfois, l'héroïsme consiste simplement à être une bonne personne au quotidien, à aider ceux qui vous entourent, à aimer votre famille et à trouver de la joie dans les choses simples. Il y a des milliers de héros de ce genre parmi nous,
mais nous ne les remarquons que lorsqu'ils ne sont plus là. Un mois après les funérailles, j'ai reçu un appel de Sergueï Mikhailovitch Tokarev, le frère de Victor. Sa voix tremblait d'excitation lorsqu'il m'a annoncé qu'il avait trouvé dans les affaires de son frère défunt quelque chose qui pourrait jeter une lumière nouvelle sur ce qui s'était passé. « Venez le voir », m'a-t-il dit. « Je pense que vous devriez le voir. » Je n'aurais jamais pu imaginer que cette découverte me ferait repenser toute l'histoire. Sergueï vivait dans un quartier voisin et travaillait comme chauffeur de bus. Les frères ne se voyaient pas souvent, une fois par mois, lors des grandes vacances. Leur relation était bonne, mais chacun vivait sa propre vie. Après la mort de Victor, c'est Sergueï qui s'occupe des papiers, aide Galina à trier les affaires de son mari. Et puis, parmi les vieux papiers, il a trouvé un carnet qui a bouleversé ma compréhension des événements. Le carnet était tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Un carnet mince et quadrillé, acheté au kiosque le plus proche. Victor y prenait des notes sur la pêche, quand, où, ce qu'il avait attrapé, le temps qu'il faisait. Mais les dernières entrées étaient tout à fait différentes. Il y parle des rêves étranges qui ont commencé à le tourmenter un mois avant sa mort. Des rêves d'eau, de noyade, de voix qu'il appelle depuis l'autre rive. Le même rêve se répète, écrit Victor 15 jours avant la tragédie. Je suis sur le rivage et quelqu'un m'appelle depuis l'eau. La voix m'est familière, mais je ne comprends pas de qui il s'agit. Je veux y aller, mais j'ai peur. Je me réveille avec des sueurs froides. Galia me demande ce qui s'est passé, mais comment l'expliquer? Elle va penser que je deviens fou. Ces lignes m'ont fait porter un nouveau regard sur les derniers jours de la vie de Victor. Galina m'a confirmé que son mari dormait mal ces derniers temps. Il se retournait, criait dans son sommeil, se réveillait au milieu de la nuit. Elle a mis cela sur le compte de la fatigue au travail. L'usine passait à un nouvel équipement. Tout le monde devait se recycler, être nerveux. Il m'a dit qu'il était simplement fatigué. Je lui ai proposé de prendre des vacances, d'aller à la mer, mais il a refusé. Il disait que la pêche était la meilleure des vacances. 3 jours, avant la nuit fatidique, le carnet contient une autre inscription. Le rêve se répète chaque nuit. Maintenant, je vois le visage de celui qui appelle. C'est mon père. Il est mort il y a 5 ans. Mais dans le rêve, il a l'air jeune, comme dans mon enfance. Il se tient debout dans l'eau jusqu'aux genoux et agite la main. Il dit « Vitya, viens ici, je t'attends. » Je me réveille avec l'envie d'aller à la rivière. Que m'arrive-t-il? Cet enregistrement m'a ouvert une nouvelle possibilité de comprendre la tragédie. Peut-être que Victor ne marchait pas vers l'eau par hasard. Peut-être était-il poussé par quelque chose de plus qu'une simple négligence. J'ai décidé d'en savoir plus sur les derniers jours de sa vie, de parler à ceux qui l'avaient vu avant sa mort, et j'ai découvert des détails qui m'avaient semblé insignifiants auparavant. Maria Petrovna Volkova, une voisine de Kravchenko, m'a raconté qu'une semaine avant la tragédie, elle avait rencontré Victor près de la maison tôt le matin. Il se tenait dehors, vêtu de ses pantoufles et de son pyjama, et regardait la rivière. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. S'est souvenue la femme. Il a tremblé, comme s'il était réveillé, et m'a regardé avec surprise. Il m'a dit qu'il était sorti prendre l'air. Mais c'était étrange. Il faisait froid dehors, et il n'avait même pas froid. Le collègue de travail de Victor, Nikolai Petrovitch Semyonov, a également remarqué des changements dans le comportement de son ami. La semaine dernière, il était un peu détaché, m'a dit le tourneur. Au déjeuner, il s'asseyait en silence, regardant par la fenêtre. Et notre fenêtre donne sur la rivière,
Je lui ai dit en plaisantant. « Vitek, le poisson t'appelle ?» Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Je pensais que j'étais simplement fatigué. Ces témoignages ont commencé à former une image. Victor était dans un état particulier dans les derniers jours de sa vie. Les psychologues parlent de vision prémortelle, un phénomène selon lequel les gens, avant de mourir, commencent à voir ou à entendre des parents décédés qui semblent les appeler. Mais cela signifiait-il que Victor marchait consciemment vers la mort? J'ai décidé de consulter le docteur Elena Viktorovna Sokolova, une psychiatre qui étudie ces états. Elle m'a expliqué que les visions prémortelles sont un phénomène réel, décrit dans la littérature médicale. Cependant, souligne-t-elle, cela ne signifie pas que la personne va nécessairement mourir. Parfois, ces visions peuvent être le signe d'un stress important, d'une dépression ou même d'une maladie physique. Le docteur Sokolova a suggéré que Victor aurait pu être dans un état où la frontière entre le rêve et la réalité s'estompe. S'il rêvait vraiment d'eau toutes les nuits, cela aurait pu affecter son comportement dans la réalité, explique-t-elle. Dans un état de demi-rêve ou sous l'influence d'images intrusives, une personne peut faire des choses qu'elle ne ferait jamais dans un état normal. Cette théorie explique beaucoup de choses. Peut-être Victor n'avait-il pas prévu d'aller dans l'eau cette nuit-là. Peut-être était-il simplement assis sur le rivage, en train de pêcher, et s'était-il endormi. Et dans son rêve, il a vu son père l'appeler. Dans son demi-rêve, il pouvait se lever et aller dans l'eau sans se rendre compte du danger. Lorsque l'eau froide le ramenait à la raison, il était trop tard. Le courant l'avait emporté loin du rivage, mais il y avait une autre possibilité à laquelle j'avais du mal à penser. Et si Victor était entré délibérément dans l'eau? Et si les visions de son père n'étaient pas des hallucinations, mais sa façon de faire face à un problème interne que personne ne connaissait? J'ai décidé de me pencher sur les derniers mois de sa vie. Une conversation avec le médecin généraliste de Victor a permis d'obtenir des informations surprenantes. Il s'est avéré que 2 mois avant sa mort, Victor s'était rendu chez le médecin pour se plaindre de maux de tête et d'insomnie. Le médecin l'a orienté vers un examen, mais les résultats des analyses étaient normaux. J'ai suggéré qu'il consulte un neurologue, a déclaré le médecin, mais il a refusé. Il a dit que cela disparaîtrait tout seul. C'est le cas de beaucoup de nos patients qui ont peur des médecins. Cette information m'a amené à m'interroger. Victor n'avait-il pas une maladie qui aurait pu affecter son comportement? Une tumeur au cerveau, par exemple, peut provoquer des hallucinations, mais l'autopsie n'a rien révélé de tel. Même si, comme me l'a expliqué le pathologiste, si la tumeur était très petite, elle aurait pu passer inaperçue lors d'un examen de routine. Galina m'a confié que Victor avait souvent parlé de la mort ces derniers mois. Pas de manière dépressive, mais plutôt de manière philosophique. Il avait l'habitude de dire qu'il n'avait pas peur de mourir, m'a-t-elle raconté. Que la mort n'était qu'une transition vers un autre état. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Je pensais qu'il s'agissait de fatigue. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il se préparait peut-être. Mais se préparait-il au suicide? C'est la question qui me tourmente le plus. Car s'il s'agissait d'un suicide, toute l'histoire prenait un autre sens. Victor n'était plus la victime d'un accident, mais un homme qui avait consciemment choisi la mort. Et sa famille allait devoir vivre avec cette certitude jusqu'à la fin de ses jours. J'ai décidé d'examiner à nouveau le lieu de l'accident. Avec le sauveteur, André Viktorovitch Krylov, nous avons marché le long du rivage, étudié le courant, la profondeur, les caractéristiques du fond. Andrei, qui a participé à la recherche du corps de Victor, nous a fait part de ses observations. « L'endroit est vraiment dangereux », a-t-il déclaré.
Mais pour un nageur expérimenté, ce n'est pas une fatalité. S'il n'avait pas paniqué, il aurait pu s'en sortir. Et si l'homme n'avait pas résisté? Demandai-je. André réfléchit un instant. Alors oui, il y avait peu de chance. Le courant est fort, l'eau est froide. Si vous ne vous battez pas pour la vie, alors... Il n'a pas terminé sa phrase, mais j'ai compris. Si Victor voulait vraiment mourir, la rivière serait le moyen idéal. Mais plus j'étudiais le caractère de Victor, moins je croyais à la version du suicide. Tous ceux qui le connaissaient disaient une chose. C'était un homme responsable et aimant. Même s'il avait des problèmes, il n'aurait jamais laissé Galina seule. Il tenait trop à elle pour la blesser de la sorte. Puis je suis revenu à la version de l'état de conscience altéré. Peut-être que Victor était vraiment entre le rêve et la réalité lorsqu'il est allé dans l'eau. Il pensait peut-être qu'il allait voir son père qui l'appelait. Dans un tel état, une personne peut accomplir des actions qui semblent logiques dans un rêve mais désastreuses dans la réalité. J'ai trouvé un soutien à cette théorie lors d'une conversation avec le docteur Mikhail Andreevitch Ivanov, somnologue, spécialiste des troubles du sommeil. Il m'a expliqué que les personnes souffrant d'insomnie chronique et de cauchemars peuvent entrer dans un état proche du somnambulisme. Une personne peut sembler éveillée, voire répondre à des questions. Mais elle se trouve en réalité dans un état de conscience altéré, m'a expliqué le médecin. Dans un tel état, les actions d'une personne ne sont pas déterminées par la logique, mais par le contenu des rêves, poursuit Ivanov. Si Victor rêvait que son père l'appelait de l'autre côté de la rivière, il pouvait s'y rendre sans se rendre compte du danger réel. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un suicide, mais d'une rencontre avec sa personne préférée. Cette version explique toute l'étrangeté des derniers jours de Victor, son détachement, ses promenades nocturnes, le soin qu'il mettait à enlever ses bottes avant d'entrer dans l'eau. Peut-être que dans le rêve, il semblait naturel à son père d'enlever ses chaussures avant d'entrer dans l'eau. Mais même cette version laisse des questions. Pourquoi exactement? Pourquoi les visions ont-elles commencé un mois avant sa mort? Qu'est-ce qui a pu déclencher de tels changements dans le psychisme d'un homme apparemment en bonne santé? J'ai trouvé la réponse lors d'une conversation avec Galina, lorsqu'elle s'est enfin décidée à me dire ce qu'elle avait caché pendant tout ce temps. Un mois avant sa mort, Victor a reçu une lettre de son ami militaire d'une autre ville. Il disait avoir trouvé la tombe du père de Victor dans un vieux cimetière, sur le point d'être fermé. La tombe était en mauvais état. Le monument était ratatiné. La clôture était rouillée. Un ami a demandé à Victor s'il voulait venir la nettoyer. Vitya était très inquiet à propos de cette lettre, m'a dit Galina. Il disait qu'il aurait dû se rendre plus tôt sur la tombe de son père, qu'il était un mauvais fils. Il avait prévu de partir en vacances, mais ne cessait de repousser l'échéance. Et puis il a découvert que la tombe était dans un tel état, et il était complètement bouleversé. Je me suis reproché d'avoir oublié mon père. Cette histoire explique beaucoup de choses. La culpabilité à l'égard de son père décédé a pu être l'élément déclencheur d'une série de cauchemars. La psychologie sait que les conflits non résolus avec des êtres chers, décédés, se manifestent souvent sous la forme de rêves intrusifs. Victor a peut-être inconsciemment souhaité rencontrer son père pour lui demander pardon. Je me suis rendu dans cette ville et j'ai trouvé un ami de Victor, Alexei Nikolaevitch Morozov. Il m'a confirmé qu'il avait effectivement écrit à Victor au sujet de la tombe. Je savais qu'il était inquiet pour son père, m'a dit Alexei. Ils s'étaient disputés avant la mort du vieil homme, et Vitka s'était alors affligé de ne pas avoir le temps de se réconcilier. J'ai pensé que la lettre l'aiderait à faire quelque chose pour la mémoire de son père.
Il s'est avéré que Victor et son père ne s'étaient effectivement pas parlé au cours des derniers mois précédant la mort du vieil homme. Ils s'étaient disputés pour un rien. Son père voulait que son fils lui rende visite plus souvent, et Victor était occupé à réparer son appartement, une situation banale qui aurait pu être facilement résolue. Mais le père est mort subitement d'une crise cardiaque et la réconciliation n'a pas eu lieu. Vitya s'est reproché la mort de son père, explique M. Morozov. Il a dit que s'il avait rendu visite à son père plus souvent, il aurait remarqué ses problèmes de santé et l'aurait persuadé de se faire soigner, bien que nous ayons tous réalisé que la crise cardiaque a été instantanée. Personne n'aurait pu empêcher quoi que ce soit. Aujourd'hui, les choses sont plus claires. Victor avait gardé toute sa vie un sentiment de culpabilité à l'égard de son père. La lettre d'un ami, au sujet de la tombe abandonnée, avait intensifié ce sentiment à l'extrême. Dans un tel état, le psychisme ne pouvait que céder à l'échec, et il commença à faire des rêves obsessionnels sur la rencontre avec son père. Et lors de cette nuit fatidique, le désir inconscient de cette rencontre l'emporta sur l'instinct de conservation. Mais cela signifiait-il que Victor s'était suicidé? Je suis de plus en plus enclin à penser que non. Il ne s'agissait pas d'une tentative de suicide, mais d'un accident tragique dû à une panne d'électricité temporaire. Victor ne voulait pas mourir. Il voulait rencontrer son père, lui demander pardon, noyer la culpabilité qui le tourmentait.